Donc on va commencer notre deuxième table ronde où on va s'intéresser au mode de transport doux, en plus des transports en commun. Donc passer de la voiture au vélo ou au transport en commun est si simple. On voit bien qu'il faut qu'on en parle puisque tout l'enjeu est de décarboner nos transports, donc d'utiliser moins la voiture ou un peu plus la voiture électrique. Et on voit que de tous les secteurs, c'est celui où on a réussi le moins à faire baisser les émissions de CO2. Donc on va voir avec nos intervenants ce qu'il est possible de faire. Cette table ronde a été préparée par Jean Coldefy, qui est un des plus grands experts des transports, qui a été élu aussi, et qui travaille, comme je le disais tout à l'heure, avec Transdev. Et plusieurs universitaires, plusieurs think tanks aussi. Ils ont récupéré notamment des données issues d'Orange, ces données qu'on a vues utilisées pour la première fois pendant le confinement, qui permettaient de voir les mouvements de population, et cela leur a permis d'obtenir des informations très fines pour savoir comment nous déplaçons, où nous vivons et comment nous vivons dans l'espace. Donc je vais commencer par passer la parole à Jean, qui va nous décrire comment il a conçu cette table ronde et le panorama. Et puis nous serons pour en débattre avec Alain Yount, qui est vice-président écologiste de l'Eurométropole, à qui on pourra reposer notre question des municipales et de la gratuité. Voilà. Nous serons aussi avec Karine Staropoli, qui est économiste et notamment professeure à l'École d'économie de Paris, et qui a une méthodologie de travail avec des expérimentations, et qui nous expliquera comment on peut mieux appréhender le comportement des personnes et la manière dont ils utilisent les transports. Et enfin, nous serons avec Raphaël Poli, qui est directeur général adjoint de Gares & Connexions, et on va découvrir comment la SNCF, cette filiale de la SNCF, travaille avec les collectivités, avec son environnement, pour concevoir les gares et tous les éléments d'intermodalité qui vont avec les gares. Jean, je te passe tout de suite la parole. Très bien. Merci beaucoup. Donc voilà, Jean Coldefy. Donc moi, je suis ingénieur, j'ai une expérience de terrain d'une trentaine d'années, à la fois dans le secteur privé et puis également en collectivité. J'étais responsable adjoint à la mobilité à la métropole de Lyon. Donc je vais vous parler un peu de Lyon, mais j'aime bien cette ville de Strasbourg. J'ai quelques attaches. Ma femme est à moitié alsacienne, donc vous voyez, je suis pas trop loin. Voilà, 50%. Ouais, voilà. Donc j'ai passé une partie de mon bac à Metz, donc voilà, j'aime bien cette région Grand Est. Et puis j'ai été aussi effectivement élu local, et depuis une dizaine d'années, je travaille avec un certain nombre d'universitaires pour à la fois relire ma pratique. Pourquoi ce qu'on fait marche parfois, et pourquoi ce qu'on fait ne marche pas. Voilà, donc ça s'appelle de l'évaluation, et c'est vrai que si vous voulez avancer dans la vie, il faut évaluer. Alors j'ai coupé ma présentation en deux, donc je ne sais pas si on la passera d'un coup ou on coupera en deux, on verra. L'idée, c'était de démarrer avec un petit peu d'économie sur cette question qui finalement est assez simple, que tout le monde se pose, puisque ce qui paraît assez évident, c'est que les Français seraient donc des addicts à la voiture. Et je vais commencer par cette phrase entendue sur cette fameuse émission de La Terre au carré de France Inter, qui en septembre 2023, il y a un jeune chercheur balance ceci en disant 15% des Français n'ont pas de voiture, donc c'est possible de s'en passer. Vous voyez, l'émission s'intitulait La voiture, une drogue dure. Donc déjà, vous voyez, on est déjà dans un univers de toxicomanie pour décrire les Français, dont 85% des ménages ont une voiture. Donc nous serions donc un pays de drogués, et vous voyez que cette phrase, c'est typique de ce qu'on appelle une généralisation excessive. Donc je vais vous le dire autrement en termes un peu plus mathématiques. J'ai un sac de 100 billes, j'en tire 15 blanches, donc forcément les 85 autres sont blanches. Évidemment que non, ça dépend quelle est la caractéristique de ceux qui n'ont pas de voiture. En l'occurrence, ce sont des urbains de plusieurs catégories. Ce sont des CSP+, parce qu'ils habitent là où il y a les transports en commun, en centre-ville. Ce sont les pauvres. Ils n'ont pas de voiture et ils habitent en ville parce que la ville concentre la pauvreté, contrairement à ce qu'on entend parfois. Et ce sont les jeunes, parce que les étudiants, les facs sont en ville et ne sont pas dans les villes moyennes ou à la campagne. Donc, vous voyez, on a un peu ce
ce langage qui est un peu trompeur. Raymond Boudon, qui est un grand sociologue, avait intitulé un livre en 1992, je crois, qui s'appelait « Comment se persuader des idées fragiles, douteuses et fausses ». Et je crois qu'on est un petit peu en plein dans le sujet. Alors, il y a aussi ça qu'on entend, et quand je suis arrivé à la métropole de Lyon, et dans toutes les enquêtes ménage-déplacement, qui sont l'espèce de... En fait, une des très rares enquêtes sur les mobilités très précises qu'on fait une fois tous les 10 ans, et on entend très souvent ça, 50% des déplacements en voiture sont inférieurs à 3 km, une aberration. Donc si vous voulez, on ferait des choses aberrantes. Et quand vous croyez que les autres font des choses aberrantes, eh ben, vous allez leur expliquer comment faire. Et donc vous montez des cellules pour conseiller les gens, etc. Et vous vous mettez dans une posture de professeur avec des élèves à éduquer. Et je ne crois pas que ce soit la meilleure manière de faire bouger les choses. Et souvent, quand on ne comprend pas un phénomène, on dit c'est la psychologie, ou par exemple les Français sont comme ça, ou les Allemands sont comme ça. C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Alors je vais creuser ce sujet-là. Vous voyez ici ce qu'on appelle les chaînes de déplacement. En fait, un déplacement, techniquement, dans le monde de la mobilité, est défini par son motif. Donc là, vous voyez, je suis un bon père de famille, je pose mes enfants à l'école le matin, je fais 2 km, un déplacement. J'enchaîne pour aller au travail, j'en fais un deuxième, 15 km, 17. C'est la moyenne des distances domicile-travail en France, 17 km, il faut l'avoir en tête. Je rentre le soir chez moi et comme je déteste perdre du temps, je passe faire des courses et donc je refais encore 2 déplacements. Bon, vous voyez qu'effectivement, d'un point de vue technique, définition, on va dire universitaire, la moitié des déplacements sont inférieurs à 3 km, mais séparer tous ces déplacements n'a aucun sens, puisqu'en fait, nous pratiquons des chaînes de déplacement. Et en l'occurrence, quand vous regardez un peu les choses, c'est une infime minorité des déplacements en voiture qui sont le fait de déplacements courts. On parle de 6%, c'est 10% moins de 10 km, et en ville c'est beaucoup moins. Je rappelle qu'on a aussi une vingtaine de pourcents des Français qui ont plus de 65 ans, donc tout le monde ne peut pas faire du transport en public ou du vélo, donc il faut savoir raison garder. Et le mal du siècle, c'est un peu ce que ce dessin de Xavier Gorce schématise, c'est qu'en fait, on ne regarde plus les faits, on regarde son opinion, et ça devient très difficile de discuter. C'est un peu la difficulté devant laquelle les scientifiques, les politiques et les techniciens, ou en tout cas ceux qui essayent d'objectiver les choses, sont. Voilà. Et ça se traduit par ceci. Donc, je crois que c'était en juin 2023, Marine Tondelier dit à la radio, on a un problème de rapport à la bagnole dans ce pays. Et 3 mois après, le président Macron lui répond, la bagnole, moi je l'adore. Donc, si vous voulez, on aurait un choix entre la détestation ou l'adoration. Voilà. Aristote disait que la vertu se situe au milieu entre le manque et l'excès. Je crois qu'on est à la fois dans le manque et dans l'excès sur cette citation. Et je terminerai là-dessus sur cette introduction par ce que disait Bernard Shaw, qui est le prix Nobel de littérature. À tout problème complexe, il existe une solution simple, et il ajoutait simple et fausse. On est dans un monde complexe, il faut accepter la complexité, il faut essayer de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. On a de très bonnes raisons pour faire ce qu'on fait et pour penser ce qu'on pense. Et donc souvent, c'est parce qu'on va trop vite, qu'on plaque des jugements de valeur, des jugements normatifs, qu'on passe en fait à côté de la solution. Et donc on va essayer d'expliquer pourquoi ce n'est pas si simple de passer de la voiture au transport public ou au vélo. Alors, je vais tout de suite accélérer un petit peu. Je crois qu'il faut avoir en tête une chose, c'est les revenus ont fait x10 en un siècle dans ce pays, et le temps disponible, c'est en vert ici, a fait x4. Et donc la ressource rare, dans le monde où on est sorti de la subsistance, en fait, c'est le temps. Et en fait, tous nos choix dans les mobilités vont être guidés par le temps. On a une préférence pour les gains de temps et donc pour la vitesse. Donc on a fait des autoroutes, on a fait des TGV. Maintenant, on veut faire des autoroutes cyclables. Et j'aime bien ce schéma-là qui vous montre voilà, comment des urbanistes dessinent des choses dans l'espace public et comment les gens les utilisent. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour ne pas perdre de temps. Et moi, je suis un grand cycliste. Et qu'est-ce qu'il y a? Rien de plus gênant quand vous faites du vélo, ce sont les autres vélos parce qu'ils ne vont jamais assez vite quand vous faites beaucoup de vélo. Voilà, c'est un peu comme les automobilistes. On déteste la lenteur, on déteste perdre du temps. Et donc, c'est pour ça que moi, j'étais en charge d'un service où on faisait des pistes cyclables. On a eu des gens qui sont venus nous voir en disant « C'est bien vos pistes cyclables, mais ça serait bien qu'on ait des pistes cyclables pour les gens qui vont plus vite à vélo. »
Vous voyez, donc voilà, moi je suis dans un espace public qui est un peu contraint, c'était un peu compliqué de répondre à cette demande, mais les autoroutes à vélo, ça vient de là. On voudrait en fait que le vélo singe un peu la voiture ou les transports publics. Alors je vais essayer de vous expliquer ce qu'on appelle en économie des transports le coût généralisé. C'est quoi? Vous prenez le coût monétaire du transport, vous ajoutez à ça le temps de transport que multiplie votre valeur du temps. La valeur du temps, par exemple, pour un smicard, c'est de l'ordre de 10 € de l'heure. Vous voyez? Donc effectivement, ça dépend du revenu. Donc on a différentes valeurs du temps, mais on peut essayer de comprendre, quand on fait la courbe de la valeur du temps, du coût généralisé en fonction de la valeur du temps, ça vous donne ceci. Ça, c'est les transports publics. Et ça, c'est la voiture. Et donc, vous avez un point d'intersection. À gauche de ce point, votre coût généralisé pour une origine-destination, en supposant qu'on ait bien du transport public sur cette origine-destination, ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment. Pour le coût généralisé à gauche, le transport public est plus bas que celui de la voiture, et donc ça va être le royaume du transport public. Voilà. Et à droite, ça va être celui de la voiture. Voilà, grosso modo, comment les choses sont modélisées. Alors le confort joue là-dedans. Par exemple, on sait que quand vous êtes saturé dans les transports publics, vous multipliez votre valeur du temps par 2. Et donc, ça, c'est des enquêtes de préférence déclarées, et bon, Karine pourra élaborer là-dessus. Donc, on voit très bien comment ça se passe. Maintenant, je vous prends un transport public, et puis là, je vous fais un transport public en site propre, un métro. Enfin, je vais prendre un métro. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus rapide. Donc, vous baissez votre coût généralisé du transport public. Crac, vous décalez un petit peu sur la droite votre point d'intersection et le transport public vient mordre sur la part modale de la voiture. On déteste perdre du temps. Si on a un mode de transport qui fait sur la même origination, qui est plus rapide, en plus il est moins cher, eh ben vous le prenez et ça marche très très bien. Les TER par exemple, en accès aux agglomérations, ils sont souvent totalement saturés. Donc il n'y a pas de problème de comportement. Quand vous avez une offre qui est efficace, pour ces questions-là, elle fonctionne. Alors maintenant, je vous fais un TCSP un peu différent. Je vous fais du tramway. C'est quoi un tramway? C'est un transport en commun en site propre, mais quand vous le faites, vous prenez de la place à la voiture, donc vous améliorez le temps de transport, vous baissez le temps de parcours en transport public et vous augmentez celui de la voiture. Donc vous avez un double effet, vous décalez encore à droite, et là, effectivement, ça marche très très bien, et tous ceux qui ont fait des projets de tramway l'ont très bien vu. Il y a eu un report modal massif qui s'est passé dans nos agglomérations depuis 20 ans. Alors, si je vous fais un péage monétaire, c'est un petit peu pareil, sauf que quand vous faites un péage monétaire, vous augmentez le covoiturage. Donc si vous voulez augmenter le covoiturage, ce n'est pas en distribuant des subventions qu'il faut le faire, c'est en mettant des péages sur les routes. Je peux vous dire que quand il y a des péages sur les routes, vous avez un taux de covoiturage qui est 4 fois supérieur à celui sur les autoroutes gratuites. Et ça, on le constate tous les jours. Alors le sujet qu'on va avoir, c'est la voiture électrique. Parce que la voiture électrique, elle va coûter nettement moins cher à l'usage que la voiture thermique. Et donc, si on ne fait rien, ça va repartir à gauche. Et donc, on aura un usage de la voiture qui sera renforcé. Et donc, probablement des bouchons de voiture propre demain matin. Donc, vous connaissez sans doute cette image qui visualise l'occupation de l'espace public. Donc, avec un bus, des vélos et des voitures. Je l'ai un peu détourné. La voiture, si elle est thermique, électrique ou autonome, elle occupera le même espace et donc très probablement on aura un besoin de régulation avec l'augmentation de l'usage de la voiture électrique. L'économie, c'est la gestion des ressources rares. Pour les individus, c'est le temps. Et pour une collectivité en zone dense, c'est l'espace. Et donc, on va favoriser dans une collectivité le mode qui consomme le moins d'espace. La voiture en consomme beaucoup, parce que déjà elle fait 10 mètres carrés au sol, et qu'en plus en circulation, pour des questions de distance de sécurité, elle en fonctionne encore plus. C'est pour ça qu'en ville, on privilégie des modes qui sont les moins consommateurs d'espace, en l'occurrence les transports publics et le vélo. Donc c'est pas par idéologie, c'est parce qu'on en a besoin. Une ville qui ne gère pas sa ressource rare qu'est l'espace public, elle est thrombosée, elle se transforme en Las Vegas avec des banlieues pavillonnaires à perte de vue. On n'a pas cette ressource-là de l'espace en France et on ne veut surtout pas faire ça. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de faire ce qu'on appelle du report modal. Merci Jean. Alain Youn, vous voulez nous parler un peu de ce que vous avez fait, pas un peu d'ailleurs, de ce que vous avez fait à Strasbourg et des résultats justement sur le report modal et l'utilisation du vélo par exemple. En tout cas, merci à vous.
Peut-être, alors, juste rappeler qu'avant d'être vice-président de l'Eurométropole en charge des mobilités, j'étais adjoint à la charge de l'urbanisme. Donc, les relations entre urbanisme et mobilité, c'est quelque chose qui me semble évident. Juste quelques chiffres. L'agglomération, 500 000 habitants, il y a 550 000 voyages par jour sur le réseau de transport collectif, il y a 220 000 abonnés dans les transports collectifs, et je voudrais dire ici, une coopération que je trouve assez exemplaire entre la métropole et la région, parce que ce que nous avons fait, notamment sur le réseau express métropolitain, nous ne l'avons pas fait parce qu'à un moment, il y a eu un tweet du président de la République, mais on a démarré un an avant. Hein. Donc, et c'est parce qu'il y a eu, et il y a toujours cette coopération entre la région et la métropole, malgré des projets politiques ou des positionnements politiques différents. Je crois qu'il y a des moments où le bon sens doit l'emporter, ce qui malheureusement, pour avoir vu un certain nombre de mes collègues d'autres agglomérations, je suis par ailleurs vice-président du Gard, n'est pas possible dans un certain nombre de régions. Et je crois que par rapport aux questions, aux enjeux de mobilité, il faut que de temps en temps, le bon sens puisse l'emporter. Donc il y a vraiment cette coopération que nous avons avec la région. Et je crois que quelqu'un parlait de Kehl avant, je crois que c'était Pierre Laplagne. La ville de Kehl, qui est juste de l'autre côté de la frontière, où le tram arrive depuis maintenant une dizaine d'années. Je me rappelle, j'étais élu à l'époque, quand ces décisions ont été prises, personne n'y croyait. Certains disaient, oui, c'est un tram politique pour traverser la frontière. Et effectivement, très rapidement, il a été au-delà de ce qui était attendu. Et c'est aujourd'hui la ligne la plus utilisée sur le réseau strasbourgeois. Peut-être par rapport à la question qui est posée, passer de la voiture au vélo au transport collectif, est-ce que c'est simple? Non. C'est même extrêmement difficile. Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui permettent d'expliquer cette difficulté. Le premier, pour passer de l'un à l'autre, on n'est pas seulement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec un certain nombre d'éléments, il n'y a pas que les explications, j'ai envie de dire techniques. Le premier élément, il faut du courage et encore du courage, parce que la nature humaine fait que nous sommes toutes et tous un peu conservateurs et nous restons figés dans nos habitudes, et le fait de passer d'un à l'autre est quelque chose d'extrêmement difficile, parce que on est toujours dans les vents contraires. Et toute l'histoire des mobilités à Strasbourg de ces 40 dernières années, c'est comment aller à l'encontre des vents contraires. Donc il faut du courage et encore du courage. Deuxième chose, je crois qu'il faut aussi un peu de cohérence entre un certain nombre de discours généraux et la pratique. Je vais donner deux exemples. Aujourd'hui, il y a toute une série de nos politiques publiques que nous repensons de plus en plus à l'horizon 2050, parce qu'effectivement, l'horizon 2050, tout le monde s'en accommode. On le voit d'ailleurs sur Lausanne, on se dit, bon, on va encore repousser un peu parce que ça va être plus facile. Quand je dis cette cohérence, c'est aussi aujourd'hui, c'est le secteur des mobilités et des transports qui est le seul à ne pas baisser en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et moi, je suis toujours très surpris quand on parle de transport et de mobilité, où on oublie un peu la finitude de la planète. On oublie effectivement ces enjeux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la deuxième difficulté. La troisième difficulté qu'on a très souvent, c'est qu'on demande à nos concitoyens de changer de comportement. Donc on leur fait de l'injonction. Je pense qu'aussi longtemps que nous ne changerons pas un certain nombre de politiques publiques, on pourra longtemps dire à nos concitoyens changer de comportement. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit précédemment. On peut dire aux gens, prenez le tram, prenez le vélo, ne prenez plus la voiture, prenez le train. Aussi longtemps qu'il n'y a pas des transports alternatifs à la voiture individuelle qui sont suffisamment performants, mais on pourra toujours prêcher et faire de l'injonction. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me semble important, c'est qu'on ne peut pas toujours demander à nos concitoyens
d'être plus courageux que nous-mêmes. Je parle en tant que politique de ce côté-là. Donc ça, c'est le troisième élément. Et puis le quatrième, dans cette difficulté à passer de l'un à l'autre, je dirais, c'est la question des priorités politiques et de leur traduction budgétaire. Nous avons, sur l'Eurométropole, commencé le REM avant même qu'on ne parle de labellisation, et je dis heureusement, parce que nous savons pertinemment, alors on peut toujours tourner un peu autour du pot, qu'avant quand même quelques temps, il n'y aura pas de mobilisation financière spécifique sur les transports et sur les SERM non plus. Il va y avoir à partir du mai l'ouverture de la conférence de financement. Je crois qu'il n'y a pas grand monde, en étant un peu sérieux, qui pense qu'il va y avoir une mobilisation financière importante à l'issue de cette conférence pour le financement. Je rappelle juste qu'il y a 4 ans, la ministre des Transports, entre-temps Premier ministre, s'était engagée à débloquer sur une dizaine d'années 100 milliards d'euros. On s'en rappelle tous. Aujourd'hui, je dirais c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Et donc, aussi longtemps qu'il n'y aura pas sur les transports collectifs, sur les politiques cyclables, sur les cars interurbains de mobilisation et de priorité financière, on n'arrivera pas à avancer. Et je crois que c'était Julien Bécharlet qui parlait avant de la Suisse. Je dirais la Suisse, elle a 10 fois plus d'investissements ferroviaires à l'habitant que la France. Et donc, aussi longtemps qu'on restera dans cette situation, on ne pourra pas renverser ou évoluer sur comment fait-on pour passer de la voiture au transport. Et dernière chose, quand on parle des SERM, alors mon voisin de droite va se dire qu'est-ce qu'il me raconte. Je pense qu'il faut qu'on sorte aussi je vois qu'il y a un certain nombre de représentants de la SNCF, alors je pense qu'il faut qu'on sorte, oui, il y en a un certain nombre avec qui on travaille très bien quotidiennement. Je pense que les SERM, ce n'est pas que le ferroviaire. Et il faut aujourd'hui, si on veut parler d'aménagement du territoire, d'équilibre du territoire, le SERM, c'est le ferroviaire, mais c'est aussi les cars interurbains, c'est le vélo, c'est l'autopartage, etc. Parce qu'on le prend même à Strasbourg, on a une étoile ferroviaire à au moins 5 branches. Je dirais, il y a beaucoup de territoires qui ne peuvent être desservis que par les cars interurbains. Et donc, nous avons aussi cette responsabilité, en termes à la fois d'aménagement du territoire, d'aller sur l'ensemble de nos territoires. Et ça ne pourra se faire qu'avec, pour un certain nombre d'entre eux, les cars interurbains, tout en sachant, on le voit aussi sur l'agglomération, c'est le tram qui est structurant, et dans nos territoires, c'est le train qui est structurant. Je pense que c'est des éléments qui sont tout à fait importants. Alors, je ne sais pas si je dois revenir sur un certain nombre de chiffres. Je voudrais juste dire, je parle sous la surveillance de Julien Bécharlet, nous avons effectivement mis en place ce REM en décembre 2022. Le début a été un peu chahuté, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, en tout cas depuis le début de cette année, ce réseau express métropolitain avec plus de 700 trains supplémentaires qui rentrent ou sortent de Gare de Strasbourg fonctionne avec exceptionnellement des retards et exceptionnellement des annulations. Je dis ça parce qu'effectivement, on a quand même passé quelques temps extrêmement difficiles, mais aujourd'hui, il faut le dire, c'est-à-dire que nous avons réussi ce pari, d'abord parce que nous avons topé avec la région sans signer 45 protocoles de trucs, etc., et d'avoir mobilisé la SNCF pour la mise en œuvre. Et peut-être aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'on a été peut-être trop ambitieux au démarrage? Peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, ces éléments avancent et nous souhaitons, pour notre part, engager une deuxième étape de ce réseau express. Alors on l'appelle plus REM que SERM, mais peu importe, parce que nous devons élargir le spectre des mobilités à travers les cars interurbains qui vont, à un moment donné,
pouvoir, je dirais, desservir l'ensemble du territoire et du bassin d'emploi. Dernière remarque encore, ce sont bien les déplacements de plus de 10 km qui sont les plus compliqués et les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc effectivement, on peut travailler sur les évolutions qu'on peut faire sur les moins de 2 km. Encore, je ne suis pas tout à fait d'accord sur, je dirais, on voit que quand on fait de l'aménagement urbain, on peut effectivement, pour emmener ses enfants à l'école ou pour faire un certain nombre de choses. Alors c'est vrai que ça concerne plus le milieu urbain, mais où de moins en moins, je vois beaucoup de communes, notamment sur la région, donc un au-delà de l'agglomération, qui travaillent sur le raménagement du centre-ville, qui travaillent sur le raménagement urbain, permettant de plus en plus à ce qu'il y ait des cheminements qui puissent se faire en se passant de la voiture, ce qui ne veut pas dire que la voiture est inutile et qu'il faut faire haro sur la voiture, mais c'est des choses qui sont en train d'évoluer, mais ce n'est possible que parce qu'il y a des volontés politiques et publiques et donc financières locales qui veulent le faire. Juste un dernier élément sur la gratuité. Je suis opposé à la gratuité totale des transports collectifs pour plusieurs raisons. La première, on peut dire oui, c'est comme l'éducation, il faut que ce soit gratuit. L'éducation, il y a des services d'éducation, des écoles partout, des transports, il n'y en a pas partout. Donc il y a déjà cette inégalité. La deuxième, c'est la question de qu'est-ce qui est le plus juste. Qu'est-ce qui est le plus juste? Est-ce que c'est le même tarif pour tout le monde, que l'on gagne 800 € ou on en gagne 5000? Je ne pense pas. Et donc, de notre point de vue, de mon point de vue, c'est bien la tarification solidaire qui est la plus juste, qui est aussi la plus efficace et qui permet à nos collectivités aussi de pouvoir investir dans les transports. Hein. Je crois que c'est la justice fiscale, la justice sociale qui, sur les mobilités, me semble le plus important. Et toujours sur cette question de gratuité, on est aussi sur qu'est-ce qui est le plus essentiel qui permet le report modal. Hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de passer d'un à l'autre. On le voit globalement, souvent, ce n'est pas le niveau de... je dirais, ce n'est pas... comment dire? Ce n'est pas la tarification qui est le plus important, ce n'est pas le prix, mais c'est le cadencement et c'est l'amplitude horaire et la tarification sociale qui permet, je dirais, de passer d'un à l'autre. Et ce n'est pas, de mon point de vue, la gratuité totale des transports qui je ne veux pas dire que c'est une illusion, je ne voudrais pas dire ça. En tout cas, sur les grandes agglomérations, que ce soit Lyon, que ce soit Lyon, Paris, Marseille, d'autres, ce n'est pas un objectif possible, même au-delà de la difficulté qu'ont les collectivités actuelles pour boucler leur fin de mois ou pour établir leur budget. C'est vraiment la justice et donc la proportionnalité. C'est comme l'impôt direct et l'impôt indirect. L'impôt direct est toujours ce qui est le plus juste. L'impôt indirect, quel que soit son niveau de revenu, on paye la même chose. Je pense qu'en termes de justice, c'est pas ce qui est le plus efficient. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors moi, en venant de la gare, j'ai été contrôlée dans le tram. Donc, alors moi j'avais mon billet, mais il y a une dame qui ne l'avait pas, 60 € d'amende. Je me suis dit, tiens, c'est le hasard ou il y a une politique en ce moment justement de lutte contre la fraude? Non, je pense que c'est quelque chose... alors, c'est vrai que c'est toujours très controversé, etc. Aujourd'hui, on sait que globalement, 8 à 10% sur notre réseau sont des transports, je ne veux pas dire frauduleux, mais en tout cas, c'est des gens, des personnes qui ne payent pas. Et donc, je pense que quel est l'objet des contrôles? C'est à la fois de se dire, je dirais, dans la mesure où il y a une tarification solidaire, tout un chacun peut accéder au transport. Donc, c'est aussi de la citoyenneté, de la civilité, ça. Et puis, voilà, c'est la règle. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui, en général, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est souvent remis en cause, hein, le fait qu'il y ait des contrôles. Alors, on l'a aussi mis en œuvre parce qu'on a
augmenter de manière importante l'offre. On incite aussi les gens à prendre les transports collectifs, notamment à prendre des abonnements. Et puis, je dirais, le fait qu'il y ait des présences humaines dans les transports, c'est pas tout à fait anecdotique non plus. Merci beaucoup. Ça fait une transition parfaite avec vous, Karine Staropoli, parce que justement, vous avez travaillé sur les comportements et le rôle de la tarification sur les comportements. Vous pouvez peut-être nous présenter vos travaux. Et je crois que tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez professeur à l'École d'économie de Paris, mais vous êtes chercheur à l'École d'économie de Paris et professeur à l'Université de Rouen, c'est ça? Voilà, c'est ça. Merci pour Rouen. mais je suis effectivement... et puis les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui sont menés au sein de l'École d'économie de Paris. Alors moi, en venant de la gare, puisqu'on en est à raconter ce qu'on fait, alors heureusement que non, parce que moi, je suis montée en espérant que j'allais pouvoir prendre un ticket par SMS, et je n'ai pas pu. Donc le temps que je télécharge l'application, parce qu'à Rouen, il y a ça, 93 000, et donc le temps que je télécharge l'application, heureusement que je n'ai pas été... non, après j'ai mon ticket à 1,90 €, mais payé sur l'application. Heureusement, il y a du réseau. Voilà, donc... On est loin de Paris. Donc tout ça n'est pas que pour raconter. Parce qu'à Paris, il n'y a pas non plus de paiement par carte bancaire. Donc oui, ah non, mais on peut. Je pense qu'on peut consacrer la fin de la conférence à ce sujet, mais qui est néanmoins très important, comme on va le voir, pour essayer donc de répondre à cette question effectivement qui est très bonne, de savoir, et qui est surtout compliquée, de savoir si effectivement passer de la voiture, alors au vélo, donc moi je ne vais pas traiter du vélo, donc je l'ai mis entre parenthèses, au transport en commun, est-ce que c'est simple? Alors en tant qu'économiste, il y aurait effectivement une possibilité de dire oui, c'est très simple, les économistes ont la solution, c'est de passer par les incitations, les prix, et puis donc la tarification. Donc ça, effectivement, ce serait simple. Il faudrait donc augmenter l'offre, mais ça, j'ai le plaisir de le voir avec les CERM, les REM et tous les investissements qui sont envisagés, même si ça n'atteint pas ce qui avait été prévu ou en tout cas annoncé par la Première ministre. Donc augmenter l'offre, ça c'est évident. Faciliter l'utilisation, bon, je ne désespère pas que les SMS soient un jour utilisés. Et puis surtout utiliser les bons tarifs, entre parenthèses. Donc c'est ce qu'on appelle en économie la structure tarifaire, parce qu'au-delà du tarif et du niveau de tarif, c'est surtout la structure, je vais revenir dans toute sa complexité, qui serait fondée sur la maximisation du bien-être social. Donc c'est des travaux qui remontent déjà à nombreuses années. Et puis aussi les bons signaux non tarifaires, puisque comme je vais le mentionner, il y a aussi depuis quelque temps l'utilisation d'un certain nombre d'autres signaux, d'autres incitations, on en a parlé, le punitif, le name and shame, enfin voilà, je vais revenir un petit peu sur tout ça. Mais ça, ce serait simple si les individus étaient rationnels. Et effectivement, je pense tous autant qu'on est, on est plus ou moins rationnels, certains peut-être plus que d'autres, mais en tout état de cause, on ne comprend pas tout, on a un certain nombre de limites, de biais cognitifs, comme on les appelle, et qui font que la théorie économique qu'on enseigne dans les lycées pour commencer, à l'université après, elle a quand même ses limites quand il faut la mettre en pratique. Donc là, j'ai effectivement regardé, en plus j'avais regardé avant de venir, donc comme quoi, même en regardant, j'avais même pas compris les 11 pages quand même du guide du voyageur.
Et donc, je serais bien pour pouvoir conseiller individuellement chacun d'entre nous à quel est le meilleur tarif qui correspond à son âge, sa condition financière, ses déplacements en passant par les enfants, les centres commerciaux, le travail, les facilités de paiement, le fait d'avoir une trésorerie ou pas pour pouvoir engager un abonnement annuel ou au contraire pas mensuel. Enfin, voilà, donc on a tout, c'est sans doute très très bien conçu et tout le monde devrait s'y retrouver, mais il n'est même pas sûr que malgré cette offre très sophistiquée, très complexe, qui correspond à différencier les tarifs pour essayer de toucher au mieux avec en plus des objectifs d'équité sociale, bien évidemment, dont on peut se réjouir que les politiques en tiennent compte, mais également la possibilité de donner à certains le fait de viser un impact environnemental de leur choix et l'efficacité économique. C'est quand même compliqué d'y arriver avec les tarifs. Et alors, si on rajoute à ça comme je vous disais, les économistes ont identifié il n'y en a jamais un qui est bien toutes choses égales par ailleurs. C'est parce que comme il faut à la fois poursuivre l'efficacité économique, poursuivre l'impact environnemental, poursuivre l'équité, il y a toujours un type de tarif qui va avoir un avantage, mais également un inconvénient, ou en tout cas qui va ne pas être en faveur d'un objectif ou d'un autre. Donc je prends l'exemple par exemple des tarifs horaires, donc un tarif de pointe ou un tarif hors pointe ou pic ou creux. Effectivement, ça pourrait permettre, si tant est qu'on puisse adapter son trajet et commencer plus tard au travail ou aller amener ses enfants plus tard à l'école, ce qui est donc concrètement impossible. Donc ça permettrait de réduire la fréquentation aux heures de pointe, mais le problème justement c'est que ça pénalise typiquement les usagers qui sont contraints de voyager à ces horaires. L'abonnement, ça encourage effectivement le report modal sur les transports publics, ça encourage l'usage des transports publics, mais il y a un risque de surfréquentation. Tout à l'heure, vous parliez du fait que c'est un tapis roulant, donc ça donne bien l'idée du rythme. Effectivement, et puis on est trop serré, et puis on n'est pas bien, et puis du coup, on se reporte finalement, on reprend sa voiture en fait. Quand on peut pas faire du vélo parce qu'on est trop âgé, qu'on n'en a pas, qu'on se le fait voler dans la rue. Enfin voilà. Donc c'est tout ça que le fait que les individus ne soient pas complètement rationnels et qu'il y ait d'autres enjeux qui rentrent en compte font que les propriétés théoriques des tarifs, on les connaît, mais empiriquement, ça va être un peu différent. Et donc, si on rajoute à ça ces fameux nudges, donc ce qu'on appelle des coups de pouce, qu'on donne en plus pour aider les individus, en l'occurrence là les usagers, à prendre la bonne décision. Donc, en matière de mobilité, on a un peu de tout. On a ce qu'on appelle l'appel moral, donc la culpabilisation, le fait d'expliquer. Donc, je reprenais là au Québec, au Canada, des images où quand on fait son plein, on se rend compte qu'en fait, on attaque la biodiversité comme si c'était immédiat. Ou alors l'utilisation de ce hashtag, comme on fait aujourd'hui, dès qu'on fait une publicité. Donc ça, c'est une nouvelle loi. Pour les transports, il faut utiliser un de ces arguments, un de ces slogans, avec le hashtag se déplacer, moins polluer. Enfin voilà, donc des réglementations pures et simples. À Paris, sur le périphérique, donc la nouvelle voie réservée au covoiturage. Donc tout ça, c'est un ensemble d'autres mesures qui complètent les tarifs, qui viennent compléter les tarifs, qui ne sont pas suffisantes, mais qui, là encore, fonctionnent ou ne fonctionnent pas selon les individus, ou en général, puisque des travaux ont été menés sur les nudges, ça fonctionne au début, puis ensuite on se lasse, ou on oublie, ou on ne veut pas voir, et on fait l'autruche, et on n'écoute plus. Donc finalement, si les individus étaient rationnels, ce serait simple, mais le fait que justement ils ne sont pas rationnels
et que l'homo economicus reste quand même l'individu des livres d'économie, fait qu'il va falloir absolument tenir compte de tous ces biais. J'en ai listé quelques-uns qui peuvent plus ou moins concerner les comportements de mobilité, mais il y en a encore d'autres. Je vous renvoie à des ouvrages, et notamment à l'ouvrage de mon collègue, donc les fondements Kahneman et Tversky, mais mes collègues Nicolas Jacquemet, qui a rédigé un ouvrage récent sur ces biais comportementaux, et qui font que on va adopter des comportements différents. On va simplifier les choses, on va utiliser des heuristiques, donc des raccourcis mentaux pour décider en catastrophe, je monte dans le tramway puis on verra. Bon, on verra. Non, on ne peut pas envoyer le SMS. Donc, erreur de jugement, surtout si ça m'avait coûté 60 €. Par ailleurs, on peut avoir alors peut-être beaucoup d'ingénieurs, mais des capacités de calcul limitées, tout simplement. C'est compliqué de calculer combien ça coûte, le nombre d'anticipés, de calculer en espérance, etc. Donc, tout ça, donc on a en plus... On est toujours tous un peu flemmards, on a une désutilité à l'effort cognitif, c'est quand même quelque chose qui concerne beaucoup d'entre nous, et ça nous fait préférer des choses simples, même si finalement c'est pas la meilleure des décisions qu'on devrait prendre pour, notamment si on a des contraintes financières et qu'on choisit les tarifs. Moi, dans mes travaux avec un certain nombre de collègues, on a donc un programme de recherche qui vise précisément à essayer de mieux comprendre les changements de comportement individuel dans ce contexte de la transition énergétique et de la décarbonation des modes de vie. Donc ça concerne aussi bien les comportements de sobriété, l'efficacité énergétique, le report modal, et c'est ce que je vais présenter rapidement, ou les engagements citoyens. Et en matière d'énergie ou de mobilité, on essaye aussi de jouer sur ce registre-là. Donc pour ça, on va étudier empiriquement, donc avec des données sur le terrain, mais qui est un terrain en laboratoire en fait, l'efficacité des différents mécanismes incitatifs, et notamment les prix, mais également les péages urbains, j'en dirai quelques mots, sur le choix modal et sur les congestions, puisque ça reste quand même une des caractéristiques de la mobilité, qui est que si on prend tous le transport au même moment, que ce soit sur la route ou dans les transports en commun, ça va créer des congestions qui vont dégrader la qualité du déplacement. Donc tout ça, ça a des fondements théoriques, mais je ne reviens pas là-dessus. Ça sert quand même à évaluer les choix de politique qui sont faits. Et pour ça, on fait des expériences en laboratoire. Donc ça veut dire que on reproduit dans une salle. Alors j'ai mis à gauche la salle parisienne, et puis j'ai mis à droite, il y en a une à l'université de Strasbourg, au Beta. Donc mes collègues, il y a un gros labo avec beaucoup d'expériences qui sont menées. Et d'ailleurs, on a pu bénéficier faire l'expérience avec des sujets de Strasbourg. Et donc c'est un programme de recherche qu'on a entamé depuis 3 ans maintenant, donc avec la collaboration et la participation de Jean Coldefy, et le financement surtout, parce que c'est quelque chose qui est coûteux, de faire ce genre d'expérience de Transdev, avec 2 types de questions: l'impact des tarifs sur le report modal et l'impact d'un péage urbain sur le report modal également, donc avec mes collègues, dont des collègues du Beta à Nancy. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On crée une situation simplifiée qui ressemble à la réalité. Mais tout l'enjeu est qu'elle soit simple, pour que les individus qui viennent participer à l'expérience, et donc qui passent 1 heure à peu près, pour ce type d'expérience c'est 1 heure, comprennent les règles du jeu qu'on va leur expliquer. Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est qu'ils ne viennent pas avec leurs a priori, justement, avec leurs comportements qui sont les leurs dans la vraie vie. On va essayer de les mettre dans une situation beaucoup plus simple, et on va contrôler leur motivation
formation, puisque l'objectif, quand ils viennent participer à une expérience, c'est pour eux, c'est de gagner de l'argent. Donc gagner de l'argent, donc en moyenne 15 € de l'heure quand ils participent, mais certains peuvent gagner 30 s'ils prennent les bonnes décisions, et puis d'autres peuvent gagner, alors on ne gagne pas moins de 8 €, on perd pas d'argent non plus, hein, parce que sinon ce serait quand même un petit peu déontologiquement problématique. Mais voilà, il y a quand même, on en voit qui sortent avec 30 et d'autres qui sortent avec 8. Hein, donc voilà. Et donc en fait, on les met dans une situation d'aide des voyageurs à qui on dit qu'il faut qu'ils arrivent à l'heure à un point B. Et puis on va leur faire choisir, donc là en l'occurrence, un mode de transport, la voiture ou les transports en commun. Et puis il peut arriver un certain nombre de choses après avoir fait ce choix. D'abord, il y a un tarif, donc c'est ça qu'on va tester justement. Donc on va faire des traitements différents. Il y en a qui vont avoir comme tarif. Donc on a choisi de tester après des discussions animées avec Jean. On a décidé de tester le ticket unitaire. On a décidé de tester le pass, l'équivalent pass mobilité, l'abonnement, quoi. Le tarif heure pleine, heure creuse, le fameux tarif heure pleine, heure creuse. Et puis un tarif binôme qui consiste en fait à avoir un abonnement, mais qui est moindre que l'abonnement type pass. Et en revanche, on paye à chaque trajet dans les transports en commun. Et donc ça, l'objectif, c'est justement d'éviter ceux qui prennent le transport en commun pour un arrêt et donc qui encombrent et avec les désagréments qu'on a évoqués. Donc comme je vous disais, à la fin, ils ont un gain. Ils ont un gain parce qu'au début, on leur donne l'argent pour pouvoir payer leur trajet. Puis ensuite, ils gagnent en fonction de l'heure à laquelle ils arrivent. Et on retranche le coût du trajet qui dépend, dans le cas du transport, du prix du ticket ou de l'abonnement ou de leur preneur creuse. Et puis s'ils prennent la voiture, évidemment, ça leur coûte aussi. Et donc c'est comme ça qu'ils vont faire l'arbitrage. Donc on leur explique les règles, ça prend quand même un petit peu de temps. Et puis on a introduit évidemment, puisqu'il s'agit de transport, des problèmes. Donc les problèmes, c'est les congestions qui vont survenir soit sur la route, soit dans les transports. S'il y a trop de monde qui choisissent les transports au même moment, il y aura une congestion. On introduit également un incident. Alors là, c'est un aléa. Et donc ça permet notamment de les mettre en situation qui est une situation qu'on a dans les mobilités, mais plus généralement, pour tester leur aversion au risque notamment. Parce qu'il y en a qui préfèrent tout sauf prendre le risque qu'un incident aléatoire puisse survenir. Donc tout ça, c'est relié au temps de trajet. S'il y a une congestion, ça va doubler le temps de trajet dans la voiture et puis ça va rajouter la moitié du trajet dans les transports. S'il y a un incident, pareil, ça va avoir un impact sur le temps. Et le temps, c'est de l'argent, surtout en laboratoire. Hein. L'objectif, c'est vraiment ils sont là pour gagner de l'argent, sinon ils viennent pas participer à l'expérience. Donc dans tous les cas, qui peuvent survenir, il y aura un impact financier. Et ça touchera leur vrai gain à la sortie du laboratoire selon la décision qu'ils ont prise. Donc c'est pour ça que par ce moyen d'inciter la décision laboratoire, ils sont quelque part mis en situation proche de la réalité, même si ce n'est pas la réalité. Et puis après, on les informe de ce qui s'est passé et on leur fait répéter cette expérience 40 fois. Donc je vous disais que ça durait 1 heure. 40 fois, en fait, c'est très rapide, hein, ils comprennent très vite, la chose est très simple. Et puis j'ai quand même oublié de dire, oui, il y a des horaires de départ, évidemment, qui vont impacter l'horaire d'arrivée selon la survenue d'une congestion ou d'un incident. Alors, très rapidement, parce que je ne peux pas vous présenter tous les résultats, mais parmi les résultats très généraux qu'on a, c'est qu'on observe qu'effectivement, les tarifs ont un impact sur le report modal, c'est-à-dire sur le choix des transports publics. Donc ça, c'est quand même important. Et un petit peu contre toute attente, si tant est
qu'on ait eu des attentes assez précises au départ, c'est qu'en fait, ce qui a le plus d'impact positif sur le report modal, c'est précisément le tarif heure pleine, heure creuse et le tarif de binôme, ce qu'on appelle le tarif binôme, c'est-à-dire l'abonnement moins important, mais en revanche, on paye à chaque fois qu'on prend le transport en commun. Et puis le deuxième type de résultat qu'on a, donc c'est le graphique du dessous, c'est que dans tous les cas, les individus, donc on a groupé par 10 et pour voir s'ils apprennent de la survenue de congestion et si plus il y a des congestions, plus ils corrigent leur choix, et bien effectivement, on montre que quel que soit le tarif, avec la répétition, avec les retours qu'on leur donne sur ce qui s'est passé, il y a eu une congestion, est-ce que vous choisissez de changer de mode de transport, changer d'horaire de départ? Eh bien, effectivement, chacun, alors même qu'ils ne se coordonnent pas, ils ne discutent pas entre eux, au fur et à mesure, et ce, quel que soit le tarif, on voit le niveau des congestions diminuer au fil des répétitions. Et ça, c'est important parce qu'un des biais très importants en mobilité, c'est le biais d'inertie, l'inertie psychologique qui fait que quand on a un mode, on ne change pas parce que précisément, on est attaché soit à la voiture pour ceux qui aiment la bagnole, si tant est que ce soit vrai, ou alors parce que justement on ne sait pas comment ça va se passer, on a peur qu'il y ait plus de congestion, on a peur qu'il y ait des incidents, donc on ne change pas. Donc voilà pour les résultats principaux. Alors après on a des tas de résultats plus compliqués. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, et c'est quand même aussi une bonne nouvelle, nos résultats donc empiriques en laboratoire, ils sont proches des prédictions théoriques. Et donc, ça veut dire que les participants adoptent en moyenne des décisions qui sont quand même rationnelles, et notamment parce qu'ils arrivent à anticiper la stratégie des autres. Et ils arrivent à, ce que je disais, se coordonner pour éviter les congestions. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle sur l'impact que peuvent avoir les tarifs. En revanche, on voit que ça dépend quand même des types d'individus, et notamment ceux qui choisissent de partir très tôt parce qu'ils veulent vraiment être sûrs d'arriver à l'heure. Eux, le tarif n'a pas vraiment d'impact. Ils continuent à faire tout ça. Donc ensuite, on a testé aussi l'expérience. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Comme ils expériencent des congestions et des incidents, eh bien, on peut voir que plus c'est récent, plus ça a un impact. Et en revanche, ils ont un peu tendance à oublier qu'ils ont eu des congestions quelques périodes avant, sachant qu'on parle d'une heure. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a ce rôle de l'expérience, entre guillemets, et parce qu'ils voient qu'il y a un impact immédiat sur leur gain. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire en laboratoire. Donc aujourd'hui, on est lancé dans un autre projet, toujours financé par Transdev, sur l'impact des péages urbains, puisque là, on veut justement voir si l'augmentation du coût de la voiture et surtout l'acceptabilité de ce péage urbain, parce que c'est quelque chose de très important de voir si l'effet redistributif notamment, si le péage est vu comme un moyen d'améliorer la qualité dans les transports pour ceux qui n'ont pas accès au transport, c'est ce qu'on cherche à reproduire en laboratoire, eh bien, permet d'augmenter le report modal. Et les premiers, donc on a réalisé une bonne partie des tests, et les premiers résultats tendent à montrer qu'effectivement, on va avoir un vrai impact du péage urbain dans le sens que montrait la théorie et que montrait Jean. Et en revanche, c'est un peu plus compliqué pour le moment sur l'acceptabilité, mais ça, c'est un autre sujet. Enfin, c'est un sujet très important, mais voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire pour l'apport de cette méthodologie. Et j'en profite pour vous inciter à vous inscrire sur le site du bêta pour faire des expériences. Il y a des tas d'expériences. C'est un type, mais vraiment. Et puis vous gagnerez de l'argent, beaucoup d'argent. Alors en même temps, la valeur du temps, évidemment, parce que pour le coup, c'est tout le monde. On se base plus. C'est surtout des étudiants, je dois dire. Mais en l'occurrence, pour nos expériences, je ne vais pas présenter les échantillons, mais on a justement veillé à avoir
pas que des étudiants, parce qu'il y a toujours ce biais de dire, bah oui, si c'est des étudiants, justement, ils sont pauvres, ils sont... Voilà. Et puis, on a justement varié la population, et c'est pour ça que nos collègues du Bêta nous ont permis d'avoir accès à leurs fichiers et qu'on a pu avoir 38% de notre échantillon sur les expériences en ligne qui venaient précisément de Nancy, Strasbourg et la région. Donc, ça veut dire que malgré ce qu'on appelle l'effet de cadrage, enfin, le fait qu'ils sont dans la région Grand Est avec leur habitude des transports du Grand Est, eh bien, en fait, on a pu montrer que l'impact géographique n'avait pas que l'effet géographique n'avait pas d'impact sur la façon de participer à l'expérience. Donc ça, c'était quand même intéressant, parce qu'on avait aussi une bonne partie de l'échantillon qui venait de Nice. Donc voilà, donc c'était un résultat intéressant. Merci beaucoup, Karine Staropoli. Alain Young, ça vous inspire quelque chose? Heure creuse, heure pleine, c'est... Oui, mais ça ajoute encore de la complexité à la complexité. Je veux dire, je pense que je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire, il faut que les choses soient assez simples, compréhensibles, par le plus grand nombre. Alors, juste par rapport au problème que vous avez eu, on est en train de travailler sur l'open payment, dire qu'il y a quelque chose d'assez... Mais c'est vrai que ça demande sur notre réseau quelques millions d'investissements. Donc, ça va se faire, mais pas tout de suite. Ce qui m'intéresse dans ce que vous avez exposé, c'est... En fait, qu'est-ce qui fait que l'on passe d'un à l'autre? Qu'est-ce qui fait que l'on... c'est la question posée. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de la voiture au vélo, au transport collectif, au train, au bus? Je pense qu'il y a les contraintes en général et l'offre en général. Mais je pense que c'est l'articulation entre les deux. Le péage urbain, quand on sait ce qu'a donné la taxe poids lourd en France, il y a une quinzaine d'années, je crois que... alors, il faut juste savoir, vous le savez certainement, que la taxe poids lourd va être mise en place sur le territoire de l'Alsace à partir du 1er janvier 2027. Que ça a été assez laborieux, mais que là aussi, on est sur quelque chose qui, quand on parle souvent de l'autre côté du Rhin ou de la Suisse ou de l'Allemagne, c'est quelque chose qui existe depuis 2005 en Allemagne, qui existe, les péages en Suisse, c'est encore beaucoup plus ancien. Donc là aussi, je pense que la question de la contrainte ou de la contribution notamment de tout ce qu'on ne paye pas, de toutes les externalités, là aussi, c'est des choses que l'on oublie, et c'est pour ça qu'effectivement, il y a la complexité des choses, mais notre responsabilité, c'est aussi de rendre les choses simples. Et juste un dernier élément sur ce que vous disiez, moi je pourrais vous citer 10 exemples de projets qui ont été conduits ces 30 ou 40 dernières années sur Strasbourg en termes de mobilité, où quand ça a été proposé, c'était les vents contraires extrêmement importants, même parfois sur des changements de quelques places de stationnement jusqu'au premier tram à Strasbourg. Donc toute la question qui se pose, c'est que nous savons que nous devons amener de la transition, de l'évolution, de la révolution, je ne sais pas quel terme utiliser, peu importe, mais en tout cas, nous savons, l'expérience, c'est que s'il n'y a pas un moment du courage pour, je ne vais pas dire forcer la main, aujourd'hui, qui encore à Strasbourg pourrait se dire l'image de Strasbourg aujourd'hui sans le tram? Mais je dis quand même qu'il y a 30 ans, quand ça a été mis en place, les débats ont été, je ne dis pas sanglants, mais ont été terribles. On ne s'en rend plus compte aujourd'hui. Et donc, cette succession des choses fait aussi que quelque part, entre la contrainte, l'envie, le débat public, le débat démocratique et la manière d'opérer du changement, c'est extrêmement, je ne veux pas dire que c'est compliqué, mais qu'il y a toujours cette articulation entre la contrainte et l'offre, notre capacité à donner envie
de changer nos modes de déplacement, les situations très différentes entre les centres-villiens strasbourgeois, dont je suis, hein, donc et quand les personnes qui viennent, y compris du fond de la vallée de la Bruche, où je dirais, c'est le train parfois pas toujours à l'heure, ou les bouchons. Hein, l'alternative des personnes, c'est un peu ça, ou pas suffisamment de cadencement. Mais voilà, donc on est dans cette situation de tension permanente, et donc il faut à la fois donner envie, générer des contraintes. Je pense que sinon on n'y arrivera pas. Juste la voie de covoiturage, parce que vous en avez parlé, on l'a mise en place à Strasbourg il y a un an, un peu plus d'un an. Alors, au début, comme à Paris, je pense que ça râlait très très fort. Et donc, à un moment, c'est rentré dans le paysage. Il fallait sanctionner, hein, voilà. Et à partir de ce moment-là, effectivement, comme vous l'avez dit, le covoiturage. Alors, parallèlement, on a mis en place une politique de covoiturage, et puis le covoiturage, il a décollé. Donc on est sur... au début, ça semble en disant que c'est du punitif, l'écologie punitive. On entend beaucoup, enfin j'en entends beaucoup parler, et donc au début c'est ça, et puis après on se dit, mais pourquoi n'avez-vous pas fait ça avant ? C'est aussi, et c'est ça qui est le plus difficile, c'est à la fois de passer d'un mode de déplacement à l'autre, et c'est aussi d'avoir le courage, à un moment, d'affronter les vents contraires, parce qu'après, beaucoup de personnes disent pourquoi, effectivement, cette transition-là, vous ne l'avez pas engagée plus tôt. Merci beaucoup. L'entrée dans un nouveau mode, le changement, c'est souvent, le point d'entrée, c'est souvent les gares. Donc, Raphaël Pauly, vous êtes dirigeant de Gares et Connexions. Comment ça se passe? Comment on fait dans les gares pour attirer de plus en plus d'usagers? Et comment on fait pour leur permettre de changer de mode, de passer du train au vélo si c'est nécessaire, ou du train au tram? Alors, effectivement, je pense que le terme de courage est le bon aussi pour, je ne sais pas si je mets quelque chose, parce que de mon côté aussi, quand on voyait la part de la voiture, on se dit, et la part de la voiture dans les émissions carbone, et l'importance des investissements et publics et privés qui sont dans les transports, pourquoi on n'arrive pas à accélérer transformer l'essai quelque part, et effectivement, il faut beaucoup de courage. On a encore 53% des gaz à effet de serre qui sont émis par les voitures particulières. On a un statu quo de la part modale de la voiture, et je reviendrai effectivement sur le rôle de la gare, et en fait on se rejoint, le vice-président, sur la vision de la gare, et vous le savez, elle est d'autant plus nécessaire quand on est sous contrainte financière. On a introduit la réunion avec cette notion de contrainte financière, et on y est tous confrontés. Alors, dans les raisons identifiées, là c'est des slides sur la partie financement des mobilités, peut-être historique. On s'en parlait quand on était un petit peu en salle d'attente tout à l'heure. Les villes sont construites, et les transports sont construits d'abord pour aller dans les villes. La première rocade sous contrôle collectif, elle est construite en 1944 par les Anglais pour contourner Bayeux. C'est pas quelque chose qui est récent, la notion de rocade, alors que la notion d'encombrement, vous la retrouvez chez Boileau au XVIIe siècle. L'encombrement de Paris, on les avait déjà il y a très longtemps. Par contre, le contournement est quelque chose qui arrive un peu plus tard. Historiquement aussi, quand on parlait de tramway, moi je suis marseillais de mon côté, avant la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez des dizaines de tramways à Marseille, ils ont été démantelés. Donc il y a une partie où vous retrouvez des images des villes avec des tramways qui n'existaient plus pendant un petit moment. Le deuxième élément, c'est aussi des raisons, je dirais, de pragmatique. C'est les réseaux de transport ont été construits sur des phénomènes de massification. Et la massification, à la fois, il y a tout le monde, et donc ça génère les effets de pointe. Et c'est comme les moyennes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour et qui ne s'y retrouvent pas. Et ça, j'allais dire, quelque part, c'est mathématique. Je ne suis pas spécialement scientifique, mais on le voit bien, on le perçoit. À la fois, quand vous vous retrouvez dans les transports en commun en heure de pointe, sauf à être un saint, mais vous préférez être dans votre voiture avec de la place, pas de bruit, et écouter votre radio sans les écouteurs, faut pas se mentir.
Quand vous n'êtes pas dans les heures de pointe, mais vous n'avez pas encore la fréquence, enfin jusqu'à ces débats récents sur les SERM et sur l'augmentation de l'offre de transport, vous n'aviez pas la fréquence suffisante. Après, il y a aussi, c'est d'ailleurs traité, la question, les mobilités, ça se traite en termes d'aire urbaine. Et la gouvernance des mobilités, on en a parlé dans la première table ronde, la gouvernance des mobilités, elle est éclatée. Et il y a un moment, on pouvait penser que par injonction administrative, on peut définir qu'une collectivité ait toutes les compétences sur un sujet. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas tout à fait le cas, et même dans la vraie vie, une seule compétence est pas suffisante. Typiquement, moi, pour les gares, évidemment, je travaille beaucoup avec les régions qui sont nos grands partenaires, mais je travaille aussi avec les villes, avec les métropoles, parce que c'est des questions d'aménagement urbain. Figurez-vous, je travaille aussi avec l'État, mais sur les financements, mais aussi sur la sécurité publique. La sécurité dans les gares, c'est des sujets qui sont financés par les collectivités locales à travers les péages qui payent, mais c'est des sujets aussi de force de l'ordre, de police municipale, de police nationale et de justice. Voilà, donc c'est bien, il faut arrêter de penser qu'on va simplifier le débat par injonction administrative, il faut trouver des voies de coopération. Le troisième élément, troisième et quatrième élément, je les mets en même temps, c'est la sorte de sociologie comportementale. Alors, on en a parlé avec la motorisation, qui est quand même dans l'imaginaire populaire synonyme de liberté, de sans contrainte pour faire du porte-à-porte. C'est la vie, ça aussi c'est une sorte de réalité. Le deuxième, c'est qu'il y a une multiplicité des besoins de mobilité et qu'à un moment ou à un autre, très fréquemment, vous êtes incité à acheter une voiture. Que vous aimiez ou que vous aimiez pas, vous en achetez une. Et si vous en achetez une, ben vous l'amortissez et vous l'utilisez, même quand parfois économiquement, la rationalité, elle n'est pas pure et parfaite, on peut avoir des incitations. En tout cas, vous vous retrouvez avec une voiture, donc vous l'utilisez. Et enfin, toujours dans ce sociologique et comportemental, moi j'appelle ça le paradoxe du jambon beurre. C'est-à-dire qu'en gare, on nous demande, dans les enquêtes, où c'est valable aussi pour les trains de nuit, on vous demande de développer des trains de nuit et c'est compliqué de les remplir. Dans la restauration en gare, on vous demande du bio, du vegan et autres, et à la fin, qu'est-ce que les gens achètent? Le jambon beurre, voilà, et la salade avec du beurre bio, pas forcément, mais voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un écart important et qu'il faut accepter, parce que c'est peut-être aussi la question de l'évolution du temps. C'est-à-dire de se dire à un moment, on met des choses en place qui vont marcher au fur et à mesure. Et c'est très vrai dans la question entre offre et demande, qu'est-ce qui justifie les deux? Alors, dans ce cadre-là, c'est effectivement qu'est-ce que peut faire Gares & Connexions, qui est un gestionnaire d'infrastructures où on conçoit, on construit, on exploite et on valorise les gares. Le premier élément, en fait, c'est simple, c'est faut pas opposer. Il ne faut pas opposer, il faut composer. Et la bagnole, enfin, alors c'était vrai à un moment dans les équipes parce que les gens devaient penser qu'en étant écolo, il fallait supprimer toutes les voitures. Moi, j'ai dit à quelqu'un un jour, à un de mes collègues, mais je suis désolé, ma grand-mère, elle fait pas de vélo. Enfin, je lui ai dit, donc oui, dans les gares, il y a des parkings. Oui, dans les gares, il y a des gares routières. Oui, dans les gares, il y a parfois des vélos, évidemment, et on le développe. Mais je ne vais pas dire, il y a un mode qui s'oppose à un autre. Et ça, je pense que c'est super important. La question de la composition, et j'y reviendrai. Le premier élément, avant même d'aller là-dessus, c'est peut-être, parce que pour garder l'optique économique on nous a mis dans le bain en arrivant, et je pense qu'on est tous dans ce bain de performance financière, c'est avoir une pression économique concurrentielle, même si on est dans un monde de financement public, et je dirais surtout si on est dans un monde de financement public. Côté Gares & Connexions, ce que je regarde, c'est de diminuer les coûts d'exploitation par rapport au nombre de départs trains. Et depuis 2020, effectivement, on diminue le ratio entre nos coûts et nos nombres de trains qui partent. Le deuxième élément qu'on suit aussi, c'est de maîtriser le coût de nos projets en CAPEX, le coût d'investissement. Et les délais qui sont associés. Le ferroviaire, c'est déjà du temps long. Historiquement, enfin, il y a pas, ça prend du temps. On l'a bien vu avec quand Julien, tu nous parlais un peu de le temps dans lequel la région et même la communauté urbaine, enfin le temps dans lequel vous vous mettez pour que les choses avancent. Faut pas se mentir. Par contre, quand on est lancé, il faut que les choses se fassent. Typiquement sur les projets JO.
Pour Gare et Connexion, on les a tenus dans les temps et le patron des grands projets les a rendus avec une économie de 4,7%. Alors c'est rien, 4,7% d'économie, mais en même temps, c'était super important pour nous d'avoir cette maîtrise-là. Et je dis pas cocorico, parce que c'est un combat de tous les jours, c'est vraiment un combat de tous les jours. On n'est pas à l'abri d'un plantage, faut pas se mentir, on n'est jamais à l'abri d'un plantage, mais c'est une obligation pour nous de transparence et qui va aujourd'hui jusqu'à un questionnement. Quand je parlais d'intermodalité et du vélo typiquement, on essaye de mettre des places de vélo, des places de stationnement vélo, sécurisées et non sécurisées dans les gares. Ok. J'ai posé la question aux équipes il n'y a pas très longtemps, c'est quoi les taux d'usage? Ah ben on ne sait pas. Alors, et j'ai découvert un endroit qu'on a fait financer à une collectivité locale où c'est occupé à 15%. Parce que c'est un endroit fermé, donc là j'ai pu avoir les chiffres. Alors j'espère que dans quelques mois, le taux d'usage va monter et que dans le temps, là aussi, l'usage du vélo dans certaines gares va se développer parce qu'entre l'offre et la demande, il y a forcément un rattrapage l'un de l'autre. Mais c'est notre job, moi je considère que c'est notre job à Gare et Connexion, d'aller dans, non pas la décision, non, mais dans une sorte de questionnement, de contribuer à un questionnement collectif pour éclairer les élus et les financeurs, pour la décision soit prise dans les meilleures conditions. Il y a un débat aussi sur le financement et les choix. On est poussé par exemple par nos tutelles, par tout le monde, à avoir les taux de disponibilité des élévatiques les plus importants, donc des ascenseurs, des escaliers mécaniques, et effectivement c'est super important, parce que quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, ok. On est à l'heure actuelle à 94% ou à 95% à certains endroits. Monter de 1% le taux de disponibilité des ascenseurs, c'est entre 10 et 20 millions d'euros. Parce que derrière, c'est la disponibilité de pièces, parce que derrière, c'est des équipes qui ont des délais d'intervention plus courts, enfin, il y a tout un tas de raisons. On l'a vu lors des JO. Lors des JO, on a fait des tests pour les JO, d'avoir des élévatiques dont monter les taux de disponibilité. Est-ce qu'il y a un choix collectif ? Et je ne dis pas que j'ai la réponse qu'il faut faire ou ne pas faire, évidemment. Enfin, on a tous des personnes âgées autour de nous, on a tous des personnes à difficulté de mobilité. Quand vous n'avez pas d'élévatique disponible, c'est l'horreur, on ne se ment pas. Après, c'est quoi comment on éclaire le débat public pour dire, ok, on y va, on se le paye, et ça vaut 50 millions d'euros en plus sur les charges publiques. Moi, j'ai pas de difficulté avec ça. C'est juste qu'il faut faire apparaître ces éléments du débat. Je dis juste faire apparaître ces éléments du débat dans un monde qui est effectivement sous contrainte. Donc le rôle de Gare et Connexion, il est là, c'est de contribuer avec son expertise à faire apparaître ces débats-là, à avoir une vision de la mobilité qui part du ferroviaire. Oui, je vous rejoins, la part du ferroviaire, mais là aussi sans opposer les modes. La gare, historiquement, c'était le train. C'est devenu ces dernières années le lieu de l'intermodalité. Clairement, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de contestation là-dessus. Du coup, à partir de là, on a d'ailleurs développé une compréhension des flux avec une méthode qu'on appelle radar, qui est faite par notamment AREP, qui est la filiale en charge, pour identifier les interventions à prévoir sur les réseaux, travailler sur la capacité, l'offre de service, l'accessibilité et l'intermodalité. Et l'intermodalité, c'est aussi des techniques de construction. C'est-à-dire que vous mettez les modes les plus collectifs et les plus doux, le plus proche de quai, et vous éloignez au fur et à mesure les modes les plus polluants et les plus individualistes. C'est une proposition qu'on peut faire. Après, évidemment, le parking, soit vous avez la place à côté de la gare pour le faire, soit il est un peu plus loin. Après, il y a la réalité de terrain qui nous rattrape, mais cette proposition, ce positionnement de Gare et Connexion sur l'intermodalité, c'est aussi effectivement une façon de proposer de construire les gares dans un environnement urbain. C'est aussi évidemment, on y reviendra le cas échéant sur tous les sujets d'information voyageurs. Temps réel, multimodal, parce que alors il y a la question du ticket, et après il y a la question, c'est quand vous prenez plusieurs modes de transport et que vous voulez avoir une information multimodale en temps réel, peut-être qu'on y arrivera. J'avais connu Jean-Claude Defy il y a très longtemps sur les questions de data. Le monde a progressé, mais on n'en est pas encore. Il y a encore un petit peu d'histoire à écrire, mais c'est un sujet qui est en construction.
Dernier élément sur comment Gares & Connexions peut aider, c'est à contenir cette croissance des besoins de mobilité. En fait, c'est aussi de passer, je vous ai dit, on est passé du ferroviaire à l'intermodalité. Et là, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de passer de l'intermodalité à place de la gare. Alors, place de la gare, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est comment les gares peuvent éviter les déplacements quelque part et peuvent être le plus utiles possible. Ça part de quelle idée? Le premier, c'est qu'il y a beaucoup d'argent public, vous l'aurez compris, dans les transports publics, dont dans les gares, voilà, de l'État, des collectivités locales, de tout le monde. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup de temps qui sont passés dans les gares, dans les transports. Il y a 10 millions de personnes qui passent chaque jour dans des gares en France. Donc beaucoup de temps. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'il faut regrouper sur le parcours des voyageurs des services marchands, non marchands, expérientiels, mais qui apportent une utilité publique. Quand je dis utilité publique, je ne suis pas que sur la notion de service public. Et là, je préfère percer l'abcès avant qu'on vienne me chatouiller sur le sujet. Oui, en gare, vous avez des purs services marchands et on se fait de l'argent avec ces services marchands. Et figurez-vous que cet argent, il est réinvesti dans les transports et dans les gares. Donc oui, j'ai de la publicité en gare, mais je préfère l'avoir en gare qu'ailleurs ou sur Internet parce qu'au moins l'argent de la publicité, il me sert à construire, à rénover des gares, à faire des escalators. Donc je ne crache pas dessus, entre guillemets, je l'accepte parce que dans tous les cas, voilà. Ou la restauration, dans la restauration, à titre personnel, ça fait 20 ans que je ne suis pas allé dans un McDo. Sauf que vous mettez un McDo en gare ou à Strasbourg, c'est un Burger King, de mémoire. Je ne sais plus ce que c'est, voilà, je ne suis pas sûr que voilà. C'est un Burger King. Bon, ça correspond à une demande. Ça a une attente client. Donc, on met ce qui correspond à l'attente client, on essaye d'avoir des incitations sur d'autres types de consommation, sur du local et autres, mais on prend tout ce qui peut être marchand pour, en fait, alimenter le modèle économique de Gares & Connexions pour favoriser le report modal, avoir des fonds propres et favoriser le report modal. On peut avoir, après, des services produits locaux, des services culturels. Dans ces services marchands, vous avez, il y a 20%, ou plus de 20% de la presse quotidienne qui est vendue en gare. 25% de la presse culturelle est vendue en gare. Donc on peut y aller et on s'éloigne du pur marchand pour aller vers ce que j'appelle des services commerciaux d'intérêt général. Donc là, je réinvente en fait le SPIC qu'il y avait dans mes bouquins de droit il y a un bon moment. Services commerciaux d'intérêt général, c'est quoi? C'est de dire, en fait, se mettre d'accord avec la collectivité pour se dire, bon voilà, là on n'arrive pas à faire, on souhaiterait avoir par exemple une restauration assise de qualité avec des produits locaux, on n'y arrive pas par le modèle économique. Si vous subventionnez des CAPEX pour diminuer les coûts de travaux, on peut faire des loyers moins chers et on croise comme ça l'initiative publique et privée pour essayer d'optimiser qu'il y ait le moins de financement public, c'est-à-dire qu'on monte le plus possible la participation individuelle parce que ça permet d'injecter de l'argent frais dans le système ferroviaire et en même temps d'avoir des politiques publiques orientées. Et après, on y va sur du pur serviciel, on y va sur la santé. Ça a beaucoup fait jaser, mais si en gare, demain, on a des espaces de santé avec des infirmières, secteur 1, qui peuvent s'installer, on rend une utilité. Si demain, je travaille avec France Travail pour que les offres d'emploi, enfin les parvis de gare soient utiles à France Travail, pourquoi on ne le ferait pas? Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a une transformation et un accompagnement de Gares & Connexions en fait à cette évolution des modalités et pour essayer d'aider dans un monde où on n'oppose pas, où on compose, on essaye d'être en fait un facilitateur, un intégrateur des différentes composantes qui sont, je rejoins totalement ce que disait Jean-Claude Lefy tout à l'heure, sur un monde complexe. Mais c'est pas parce que c'est complexe qu'on ne peut pas y apporter de solutions co-construites avec l'ensemble de nos partenaires. J'ai deux questions. Comment vous travaillez ensemble, justement, élus et Gares & Connexions, sur la définition de ces services? Est-ce qu'on a une gare plus ou moins marchande ou plus ou moins orientée vers des services d'intérêt généraux? Et parce qu'à Paris, on voit que les gares sont devenues vraiment des galeries marchandes avec parfois des commerces assez haut de gamme, assez chic. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en Angleterre, je me souviens être allée dans une gare qui était une gare Virgin, qui était pas du tout, qui avait été privatisée. Est-ce que la mise en concurrence va aller jusqu'aux gares en France, ou est-ce que ça c'est exclu?
Alors, sur la mise en concurrence des gares, non, c'est pas prévu par les textes, effectivement. Il y a un modèle économique dans tous les cas, on est sur un modèle gestion de l'infrastructure. Et pour nous, la réponse, c'est que dans tous les cas, si on a un bon mode partenarial et si on se met nous-mêmes la bonne pression concurrentielle, il n'y a pas besoin de concurrence, en fait. La question, c'est comment, en étant un monopole, on peut avoir des incitations économique de performance suffisante et puis je vous explique pour arriver à faire bouger les lignes et être à l'optimum. Je vous donne un exemple. Typiquement en ce moment, vu la pression sur des marchés de nettoyage, pas de nettoyage de sécurité privée, moi j'ai demandé à ce qu'on reprenne des factures en disant maintenant si ce prestataire-là avait la même prestation chez Carrefour ou chez Disney, combien il ferait payer et combien on paye. Donc réinterroger comme ça chaque euro avec une pression économique qu'on se met nous-mêmes. Donc on n'a pas besoin, je pense, de modifier les textes pour avoir des gares virginotes pour arriver au même résultat. Comment on le fait avec les collectivités locales? Alors après, je peux Alain Youn en parler, mais en fait, depuis 2020, puisque Gare est une société récente, on souhaite être, et on est en transparence, co-construction sur l'ensemble des sujets. C'est-à-dire que dans tous les cas, on est dans un monde où on est dans des cofinancements. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas arriver en disant Gare et Connexion va vous imposer un truc. Enfin, ça n'existe pas. On s'inscrit dans un monde où les autorisations d'urbanisme, au-delà des cofinancements, sont données par des autorités publiques. Alors, il y a 15 ans, quand vous prenez les documents d'urbanisme, à la place des gares, des espaces, il y avait des blancs, comme si c'était pas un objet de... Je ne sais pas comment c'était dans la région, mais moi on m'a dit, vous aviez des documents d'urbanisme où c'était un bien commun, mais un bien commun géré à part. Nulle part ailleurs. Voilà, je ne sais pas où c'était. Donc, en fait, on change de paradigme, et après, c'est du rendu de compte. Là, on travaille sur la gare de Strasbourg, vous pouvez en parler avec beaucoup de projets. On a des demandes. On dit ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, donc quelles sont les difficultés, et c'est un travail avec les équipes au quotidien, mais je laisserai M. Youn de réagir. Par rapport à ça, dire qu'on est en train de travailler sur Strasbourg, sur ce qu'on appelle la gare à 360 degrés, et où effectivement la coopération des branches de la SNCF, et notamment la vôtre, est plus qu'active, et parce qu'on a une difficulté pour les personnes qui l'utilisent souvent s'en rendent compte, c'est qu'elle n'est ouverte que d'un côté. C'est-à-dire avec la contrainte, c'est qu'à Strasbourg, il y a les locaux, il y a le TGV, il y a le transfrontalier, il y a l'international, etc. Et donc, aujourd'hui, cette gare devient trop petite, et donc c'est ce travail d'ouverture à l'arrière qu'on est en train de faire, y compris à la fois pour permettre aux gens qui viennent de plus loin de garer leur voiture quand ils utilisent le TGV, mais pas que le TGV. Et donc, c'est comment on coopère ensemble, donc la métropole, la région et la SNCF, pour ouvrir un certain nombre de services. Et je vous rejoins tout à fait sur, effectivement, mes vieux cours de droit sur les SPIC. Ça me rappelle quelque chose. Et l'évolution que vous engagez me semble tout à fait intéressant. Donc, les gares sont en train de changer d'identité, de fonction et de nature. Alors, c'est vrai que ça, là, on prend les exemples des grandes agglomérations où, je dirais, l'espace est rare, pour revenir sur ça. Et avec Christophe Chartrain, on était, je crois que la semaine dernière, à la gare de Bischheim-Schiltigheim, où il y a un certain nombre de fonctionnalités, mais je dirais où on a tout à faire pour que la gare devienne ou redevienne quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de fermé, un peu, je dis pas un peu de glauque, mais bon, c'est pas... Voilà, il y a un travail d'affaires entre les collectivités et la SNCF, mais pour bien dire que les gares sont effectivement en train de changer d'identité dans les agglomérations ou dans les grandes villes, parce qu'il y a le retour au ferroviaire, je crois que c'est tout à fait lié à ça. Et comme vous l'avez dit, on est sur la diversité des usages d'une gare, où ce n'est plus comme ça pouvait être peut-être il y a très très longtemps, à Lyon on vend des tickets, point barre. Dire aujourd'hui ça change de fonction, mais il me semble important de... comment dire, de bien faire là aussi,
de l'aménagement du territoire et de pas seulement nous concentrer dans les endroits ou dans les territoires où il y a de la valeur, pas seulement marchande, foncière, tout ce qu'on veut autour des gares, ce qui peut aussi redonner de l'inégalité territoriale entre les gares où il y a de l'intérêt et les gares qui sont, je ne veux pas dire laissées à l'abandon, mais voilà, où la fonction a complètement changé. Je veux juste encore faire une deuxième remarque. Dans notre débat sur les mobilités, y compris sur la technologie, il ne faut pas oublier les personnes qui ne sont pas connectées ou peu connectées. Malheureusement, il y en a quand même encore beaucoup, il y en aura toujours encore beaucoup. Et donc, il faut aussi qu'on ait à la fois cette capacité d'innover, de faire de l'open payment, de faire, donc d'avancer. Mais il faut toujours qu'on réfléchisse à ceux et celles qu'on laisse un peu plus en rade, ou qui sont un peu perdus. Et j'en parle d'autant plus facilement à Strasbourg qu'on est plutôt à l'est qu'à l'ouest, c'est-à-dire les personnes qui utilisent la gare de Brest et ceux qui utilisent la gare de Strasbourg, mais ce n'est pas la même chose, d'abord parce qu'on est transfrontalier, on est aussi un endroit où il y a beaucoup de migration, où il y a, Jean le disait avant, les agglomérations concentrent aussi la pauvreté, voilà, et donc il faut toujours que dans nos politiques de mobilité, on ait cette attention particulière à ceux pour qui peut-être les transports publics, c'est un peu la bouée de sauvetage et c'est leur capacité de se déplacer. À Strasbourg, globalement, 40% des ménages n'ont pas de voiture. 37, je crois que c'est 37-38%. Mais donc, c'est de penser à ceux qui, je dirais, n'ont pas la connexion 24 heures sur 24 et totale. Voilà, il nous reste une dizaine de minutes pour vos questions et pour les dernière slide de Jean, donc je vais passer la parole à Jean et préparez vite vos questions parce qu'il faudra qu'on enchaîne. Voilà, mais ça fait une excellente transition. L'idée, c'est de parler un petit peu de géographie, ce que vient de faire Alain Yound. Donc on revient à la question, pourquoi... Je vous ai mis ici quelques photos, la place Vendôme dans les années 60 et 2020. Je vous ai mis Lyon, les quais du Rhône, que je connais évidemment mieux. Puis j'ai pris dans le train en arrivant ici, Strasbourg, de toute façon, on ne se trompe jamais. Donc vous voyez la place Kléber. Donc vous voyez quand même qu'on a vraiment viré la bagnole des centres-villes pour des questions, ça a commencé dans les années 80 avec le tramway, pour des questions de qualité des espaces publics, de qualité de vie en ville. On avait été trop loin, on avait été dans l'excès, et donc on est revenu. Et donc ça a très très bien marché. Et pourquoi ça s'est fait jusqu'en 2015, on va dire, 2020, mais après la conférence de Paris, la COP de Paris, a vraiment... mis l'accent sur l'enjeu carbone. Effectivement, la voiture, c'est le seul secteur dont les émissions ne baissent pas, parce que la voiture est super efficace, parce qu'elle est démocratique, tout le monde en possède une, ce qui n'est pas le cas des transports publics, qui se concentrent dans les centres-villes, et puis aussi parce que la mobilité, c'est ce qui permet de vivre. Et donc, si vous voulez détruire une société, détruisez la mobilité, et on revient... les fermiers dans nos fermes, il y a plus d'un siècle, et la vie n'était pas très drôle. À l'époque, on mourait très jeune. Et donc, on avait un consensus jusque, on va dire 2015. OK, on a viré la bagnole des centres-villes, on a fait des tramways, tout ça, on a amélioré les espaces publics, mais l'accès à la ville se faisait en voiture, et ça, pour des questions du carbone, ce n'est plus possible, donc il faut qu'on bouge. Et puis, mon truc ne marche plus. Voilà. Alors, je vais passer assez vite là-dessus, parce qu'on n'a plus le temps. Voilà, je voulais juste montrer ça. Ça, c'est l'aire urbaine de Lyon. On en a beaucoup parlé. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est qu'une aire urbaine. Une aire urbaine, c'est l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle urbain central. Donc en fait, c'est l'aire d'influence économique d'une ville. Mais une ville, ce n'est pas que du domicile-travail, c'est aussi des hôpitaux, c'est aussi pas mal de choses. Donc on pourrait d'ailleurs les redéfinir en regardant autre chose. Et ici, vous avez l'aire urbaine de Lyon, de mémoire, en 68, 90 et 2011, en blanc, vous habitez et vous travaillez dans la même commune, en rouge, vous faites 50 km par jour. Vous avez ça dans toutes les agglos de France. Donc on a ce phénomène de périurbanisation qui est lié à l'attractivité des villes, qui est lié aussi au blocage foncier, donc aux politiques de logement malthusiennes dans les premières couronnes et les deuxièmes couronnes dans le périurbain, et puis maintenant dans les centres-villes, puisque maintenant il y a des maires qui ne veulent plus construire. Et donc quand vous faites ça, les gens vont chercher encore plus loin, ce qu'ils ne peuvent pas trouver plus près.
et donc vous augmentez l'étalement urbain. Et donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Donc la gratuité, je vais passer assez vite, parce que vous voyez ici sur Lyon, on a 220 000 actifs qui travaillent sur la métropole sans y travailler. C'est à peu près un quart à un tiers des actifs dans toutes les agglos. Je crois que Strasbourg, c'est un tiers, je crois. Et j'ai 36 000 places dans les TER en heure de pointe. Donc évidemment, j'ai plein de voitures qui rentrent dans le centre-ville. J'en ai 200 000. Voilà. Donc l'essentiel des voitures en circulation dans les villes viennent de l'extérieur. Donc il faut s'occuper, il faut travailler en coopération avec nos voisins, tout simplement. Sinon, on ne s'en sortira pas. Sinon, on barricade la ville, vous opposez les territoires, vous créez de la tension et vous ne résolvez aucun problème. Donc ça, c'est un vrai quelque chose à avoir. Donc la gratuité, c'est une bêtise sans nom dans les grandes villes, parce qu'en fait, l'argent que vous perdez, vous devriez le mettre sur développer l'offre. L'erreur de diagnostic, c'est qu'on pense que le problème, c'est la demande. Ce n'est pas la demande, c'est l'offre. Il faut plus d'offres, mais beaucoup plus d'offres. Donc on l'a mesuré avec Transdev dans le cadre des travaux que l'on mène avec les opérateurs de téléphonie mobile. Il faudrait en moyenne 5 fois plus d'offres entre le périurbain et les pôles urbains pour arriver à avoir une décarbonation et donc un report modal important. Ce n'est pas vrai partout. C'est pas vrai partout. À Montpellier, qui fait la gratuité, ils sont à 15. Donc vous voyez, quand vous perdez 40 millions d'euros par an du fait de la gratuité, franchement, on sort du rationnel, là, pour le coup. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire, hein, mais ils sont pas prêts de le voir. Voilà. On avait fait une enquête du CREDOC. On avait demandé aux gens pourquoi vous ne prenez pas les transports en commun. Ben, la plupart vous disent j'en ai pas. Voilà. Donc, ceux qui viennent du périurbain, en fait, notre système, si vous voulez, notre système TER n'a pas accompagné le développement de l'ère d'influence économique des villes et la périurbanisation. Donc on a fait le job en centre-ville. En centre-ville, la part modale de la voiture est très faible. On a divisé par 3 les trafics dans pratiquement toutes les agglos. Mais le sujet, c'est les liens avec l'extérieur. Et quand vous posez la question aux Français, avec le CREDOC, aspiration et conditions de vie des Français, 60% des Français vous disent « j'ai pas de transport, j'ai pas assez d'offres, j'ai pas assez de fréquences, c'est pas fiable, c'est pas confortable, etc. » 6% que c'est trop cher. Un rapport de 1 à 10. Donc vous voyez voilà, de quoi on parle. Donc il faut quand même revenir un peu sur un certain nombre de réalités. Et quand vous regardez la répartition des émissions de carbone, donc la voiture, les 18%, en fait, la moitié de ces 18%, de ces émissions de la France, hein, c'est 6% sur les liens entre les agglomérations et le périurbain et 3% les liens entre aires urbaines. On a 3 millions d'actifs aujourd'hui qui vont de ville à ville et qui font en moyenne 80 à 90 km par jour. En moyenne. En moyenne. Donc, il y a des gens qui font 200 bornes par jour. Donc, ça, c'est des choses... voilà. Et là, pour le coup, le transport public est absolument indispensable. Donc, en fait, les centres-villes, c'est 0,5%. On a fait le job. Arrêtons de parler des centres-villes. Il faut parler des liens entre les villes et les autres territoires. Et je vais... voilà. Je voudrais juste... Je vais passer assez vite dès qu'il voudra bien... voilà. Juste pour vous mettre ici cette répartition des kilomètres parcourus en voiture au quotidien par classe de distance. Vous voyez que les kilomètres, les déplacements inférieurs à 10 km, c'est 6% des kilomètres parcourus en voiture. Donc, ça, c'est lié à la géographie. C'est ce que je vous ai expliqué avant. Les aires urbaines, leur aire d'influence et le fait qu'on n'a pas assez de transports en commun. Et donc, si on avait vraiment une inflexion à donner pour basculer de la voiture vers d'autres modes, c'est l'intermodalité. C'est-à-dire que j'arrête de faire tout avec un seul mode. Je prends ma bagnole, je la pose dans un parking, ou mon vélo, je le pose dans un parking et je prends un transport public. Et donc, c'est dans les gares qu'il faut absolument développer le vélo et l'accès aux gares en vélo. Et pas faire des autoroutes à vélo. Voilà, ça ne marchera pas. Ça, c'est vraiment des trucs où on singe la voiture, on fait une erreur de diagnostic. L'essentiel des kilomètres parcourus en bagnole sont des distances trop longues pour être à la portée du vélo. Bâle, qui n'est pas très loin de chez vous. Bâle, 170 000 habitants, l'aire urbaine 400 000. La gare de Bâle, le parking vélo, c'est 3 300 places. Voilà. Même à Paris, il n'y a pas une gare qu'à ça. À Lyon, on vient d'en ouvrir un, 150 places. Donc vous voyez... Super. On en envisage un à 1500, mais vous voyez, on n'est pas du tout à l'échelle. Il faudrait des milliers de places. Il y en a un qui ouvre en 2025, place Béraudier. Il y a 1300 places qui ouvrent. Et ouais, il y en a 1000 autres qui vont ouvrir d'ici. Ouais, bientôt. Non, mais attendez, je connais Lyon. Ah, je sais bien, je connais bien. Non, mais il va ouvrir, c'est ce que je disais. Il y en a un qui va ouvrir. Mais si vous voulez, on n'est pas du tout à l'échelle. Lyon, c'est, par rapport à Bâle, c'est 5 à 6 fois plus grand. Voilà. Dans les gares du Grand Paris Express, on devrait avoir massivement... C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on raisonne à un quart d'heure autour des gares, un quart d'heure à pied, 1 kilomètre.
Un quart d'heure à vélo, c'est 4 km. Voilà. La surface, c'est le carré du rayon. Et donc, pour un quart d'heure, à vélo, je fais 4 km, je fais 16 fois plus d'habitants à densité constante. 16 fois plus d'habitants. Donc, si vous voulez faire du report modal, il va falloir faire des parkings relais dans les gares. Donc, effectivement, les gares sont un très bon outil et devraient être beaucoup plus intermodales. Voilà, je passerai là-dessus parce qu'on n'a plus le temps. Mais je voudrais terminer juste en termes de... Là-dessus, voilà. Vous avez ici l'urbanisme pour faire le lien à la fois sur la gouvernance et sur la cohérence entre les politiques. Vous avez à gauche les cartes de densité à Lyon, à droite Oslo, et puis encore à droite Copenhague. Donc à gauche, vous voyez, on a une ville qui s'est étalée de manière émiettée. Une ville s'étale toujours. Donc le débat sur l'étalement urbain, il est un peu faussé. C'est la manière dont on fait l'étalement. Regardez Oslo. Ils ont urbanisé autour des axes de transport, comme l'a fait Copenhague. Évidemment, au milieu et à droite, faire du transport public, c'est beaucoup plus simple. Faire du report modal, c'est beaucoup plus simple. À gauche, à Lyon, pourquoi c'est comme ça? Parce que l'urbanisme en France est dans les mains des communes. J'ai 520 communes à gauche et au milieu, j'en ai 10. Voilà. Donc le problème de gouvernance en France, c'est fondamentalement un problème. On a trop de communes. On a trop de communes et on n'a pas de gouvernance des aires urbaines. On a des régions qui commencent à être fortes, mais les métropoles sont à des échelles trop étriquées. Elles ne sont pas à l'échelle de l'aire urbaine, c'est-à-dire l'espace de vie des Français, là où j'habite et là où je travaille. Et c'est vraiment ça le sujet. Hein. Il faut qu'on améliore ça. Alors sur la mobilité, on l'améliore. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a des communes, comme ce n'était pas à la bonne échelle, on a fait des communautés de communes. J'étais dans une communauté de communes. Puis comme ce n'était pas encore à la bonne échelle, on a fait des communautés de communes. Ça s'appelle des syndicats mixtes. Donc on a 45 000 structures là-dessus. Et elles sont toutes thématiques. Donc si vous voulez faire du report modal, il va falloir coordonner les politiques de logement, d'aménagement et de mobilité. Ça s'appelle un gouvernement des aires urbaines. Il va falloir quand même on progresse là-dessus. Merci beaucoup, Jean. Je crois que ce sera le mot de la fin, car il est 8h02, donc on est juste dans les temps. Merci beaucoup.